Bon les amis, c'est enfin le réveil de BMW. Je dirais même plus largement, c'est enfin le réveil des marques allemandes, des marques historiques européennes. Vous pensez quand même pas que BMW allait se laisser faire écraser par les marques chinoises qui arrivent? Parce qu'on le voit maintenant, il y a une vraie explosion du marché de l'électrique. On le voit, il y a une vraie compétition entre les marques et entre les différents pays, entre les différentes nations. Les marques chinoises, vous le savez, on va en parler tout de suite dans cette vidéo, elles sont quand même très fortes en électrique. Et elles nous balancent des arguments d'autonomie, d'efficience et de recharge de plus en plus quand même attirantes, de plus en plus alléchantes. Du côté des marques européennes, il faut quand même un petit peu se réveiller pour pas se faire marcher dessus par les marques chinoises qui arrivent en plus sur le segment des véhicules premium, à savoir le segment quand même phare des véhicules allemands, que ce soit BMW, Audi ou même Mercedes. Donc il fallait réagir et voici donc la réponse de BMW avec ce iX3 et cette nouvelle plateforme Neue Klasse qu'on va découvrir aujourd'hui. Neue Klasse, c'est quoi? C'est un peu la nouvelle vision de BMW, c'est un peu la nouvelle vision des véhicules électriques de la marque pour les années à venir. On découvre le iX3, mais le iX3 c'est finalement le premier, on va dire, véhicule de cette gamme-là. Il y aura plein d'autres modèles, il y aura le iX5, il y aura la i3 qui existera même avec une version sportive, etc. Donc il y a une vraie gamme qui arrive, une vraie gamme de nouveautés avec un vent de fraîcheur en électrique sur la gamme. Ça fait plaisir parce que jusqu'à aujourd'hui, bon, la gamme actuelle était quand même pas trop mal, mais elle était loin quand même des nouveaux standards, je dirais, en électrique, à savoir des plateformes 800 volts, de la recharge ultra rapide et de l'efficience très poussée. Donc aujourd'hui, on découvre le iX3. Alors c'est vraiment une découverte sur ici 2 jours pour découvrir un petit peu cette voiture. On va parler du design extérieur, on va parler évidemment des caractéristiques techniques, on va aller à l'intérieur et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Comme d'habitude chez les Allemands, c'est des véhicules qui sont toujours très complets, voire même je dirais très complexes. Il y a beaucoup d'options de finition, de petites options, de petites fonctionnalités sympas dans la voiture qu'on va découvrir du coup dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est une voiture très intéressante, même si c'est BMW, ça reste des véhicules très chers, très haut de gamme. C'est quand même intéressant de se renseigner pour voir où en sont justement les constructeurs, on va dire traditionnels, historiques, européens sur la partie premium des véhicules. Donc voilà, vous avez tout maintenant le contexte en tête. On commence tout de suite cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors ce BMW iX3, alors je le découvre ici à la lumière du jour, à l'extérieur. On le voit, c'est quand même vraiment sympa. On a la nouvelle identité BMW. Alors je vous mets des images d'illustration parce que clairement le style c'est les goûts et les couleurs, mais je dirais qu'on a vraiment un vent de fraîcheur qui fait du bien. On a les nouveaux petits haricots à l'avant et le nouveau bandeau de feu. Dites-vous que ce design là on le retrouvera partout. On l'a vu sur la nouvelle i3 qui vient d'être présentée. Alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même très proche visuellement. Et on le verra sur le nouveau iX5 qui va arriver. Donc c'est le modèle du dessus par rapport au iX3. On est sur un véhicule quand même de presque 4,80 m et de 1,89 m de large. Donc c'est un gros véhicule, c'est une grosse voiture, mais ça se passe bien dans les routes ici en Europe. On le verra ici en Espagne, parfois il y a des routes un peu serrées, mais vous allez voir que ça se passe quand même plutôt bien. On va parler de la partie arrière, c'est très soigné, très moderne, on a ces nouveaux feux BMW. Alors je dirais qu'ils sont quand même assez épais, on aurait aimé un peu plus de finesse, je dirais, un peu plus de, je dirais même de sensualité sur ce design à l'arrière. Je préfère les feux de la nouvelle i3, j'aurais aimé justement voir les feux de la nouvelle i3 sur ce iX3, ça aurait rendu un petit peu le véhicule plus futuriste, je dirais. On pourra parler du profil, c'est toujours extrêmement bien dessiné, très bien équilibré. Et bon, bien entendu, il y a 10 000 versions disponibles sur ce iX3, donc vous pouvez configurer votre iX3 quasiment à la carte. Ici, on a une version avec le pack M Sport, et avec le pack M Sport, on a la belle couleur ici, une sorte de gris qui tire sur le violet, mais avec des reflets un petit peu verts, c'est très joli. Les belles jantes, les étriers bleus, on a un très beau traitement sur la partie vitrage du véhicule, avec ici des baguettes, on le voit à l'arrière, une baguette noire qui est vraiment super bien intégrée sur la partie haute de la vitre. Je vous mets d'autres versions, il y a une version aussi avec de plus grosses jantes qui existe. Ça change quasiment toute la tête de la voiture. Donc encore une fois, vous pouvez configurer votre voiture à la carte. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. On est habitué chez les Allemands. Fini le logo avec le contour bleu chez BMW. Maintenant, ça y est, on a un logo entre guillemets normal, même sur les versions électriques. Fini les distinctions. On assume vraiment ici le côté électrique. Ça y est, le futur. Et c'est parti. Surtout quand on voit le prix du carburant maintenant, on ne peut que imaginer que le thermique est définitivement, je dirais, condamné. On a au niveau des caractéristiques une grande évolution par rapport, c'est vrai, à l'ancien iX3. Souvenez-vous, l'ancien iX3, c'était un petit peu compliqué. Alors déjà, c'était une voiture faite en Chine, pas faite en Europe. C'était une adaptation un petit peu, plutôt bonne, mais quand même une adaptation venant du thermique. Donc c'était une thermique qui était électrifiée. Voilà, c'était pas exceptionnel. Là, on a vraiment une nouvelle plateforme. C'est une nouvelle plateforme qui s'appelle donc N-Car sur ce iX3, mais on l'appelle en gros marketingment parlant Neue Klasse. Cette nouvelle plateforme ici, elle nous
nous fait découvrir une nouvelle motorisation. On a ici la version 4 roues motrices, hein, c'est la X-Drive 50 chez BMW, le X c'est les 4 roues motrices. X-Drive 50, on a ici 469 chevaux, une batterie de 108 kWh en chimie NMC et une architecture 800 volts avec des temps de recharge aux petits oignons. On est à 21 minutes, donc c'est pas mal du tout. C'est la version de lancement. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule version au catalogue, mais il y aura d'autres versions qui arriveront par la suite. On pourrait imaginer une version 40, hein, donc une version d'entrée de gamme avec simplement un seul moteur à l'arrière, donc en propulsion, avec une batterie peut-être légèrement plus petite. Et on pourrait imaginer une version performante, donc avec le badge M, hein, un iX3M, hein, on pourrait imaginer avec 4 roues motrices et cette fois-ci plus de 600 chevaux, tout en gardant peut-être cette batterie ici de 108 kWh. Les prix sur cette version X-Drive 50, on commence à 71 950 €. Ensuite, il y a les différents packs, hein, M Sport ou M Sport Pro. Moi ici, j'ai le M Sport Pro, 77 300 €. Encore une fois, on est sur des versions bien optionnées, bien haut de gamme, mais on pourra avoir un prix un peu plus accessible finalement sur les versions un peu moins puissantes qui arriveront courant de l'année ou voire 2027. Avant d'aller à l'intérieur, je voulais quand même vous montrer la nouvelle application mobile qu'on a avec ce X3. C'est une partie connectée qui est très intéressante, très importante. Et là, j'ai la possibilité de vous le montrer avec les iPhones mis à disposition. Alors on a une nouvelle application qui marche bien. D'ailleurs la clé maintenant elle est justement via l'application mobile. Vous pouvez aussi avoir la clé via une montre connectée, par exemple Apple ou même Samsung, pour déverrouiller la voiture. On a une appli qui marche bien, qui est efficace. On peut fermer, déverrouiller la voiture, la climatisation. On a évidemment le GPS, hein, qui est juste là. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a même des petits tutos, vous le savez, juste ici, voilà, pour débuter dans l'électrique. Donc ça c'est cool, hein, pour savoir comment recharger, les modes de conduite, l'infodivertissement, etc. Et ce qui est assez rigolo par contre, c'est qu'on a des fonctions assez intéressantes. On peut par exemple ouvrir le coffre, donc ça marche bien. Vous voyez que le coffre s'ouvre directement, hein, derrière là-bas. Par contre on ne peut pas le fermer, donc si j'appuie ici, en fait on peut pas le fermer. Donc on a des fonctions qui sont poussées, mais en fait ça va pas jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi on a ce système là assez particulier. En tout cas sachez que je voulais vraiment le préciser, on a vraiment une connectivité au rendez-vous, et maintenant la clé physique, même si elle existe toujours, elle est secondaire par rapport à la clé sur smartphone. À l'intérieur maintenant, alors vous allez me dire très sincèrement ce que vous en pensez de cet intérieur. Regardez un peu ce qu'on a dans ce BMW iX3. Ça a fait réagir, hein. Je peux vous dire que ça a fait réagir. Je peux vous le dire en vidéo, ça rend pas super bien. C'est-à-dire qu'on est un peu perturbé par déjà ce volant, la forme, les différentes... il se passe beaucoup de choses dans ce volant, il est assez complexe. On est perturbé par la forme aussi de cet écran. Pourquoi est-il tordu? C'est la grande question. Et on est aussi perturbé par quelque chose qui pour le coup est vraiment dingue. On a ici une grande barre interactive qui est en fait un écran qui est projeté dans le bas du pare-brise. Et ça, je peux vous dire que c'est unique sur le marché. C'est la première fois que je vois ça. Alors je pense que le brief de départ, c'était de faire quelque chose de ultra moderne, de très futuriste. Mais peut-être qu'on a été un peu trop loin sur la partie volant et écran. Je me demande vraiment ce que vous en pensez de cette forme-là. Alors ça marche bien, il est vraiment réussi, il est efficace, très agréable de prise en main, mais pourquoi avoir été aussi loin dans le fait que ce soit très complexe? Alors moi je me pose une question, c'est surtout comment ça va vieillir tout ça en termes de visuel. Comme c'est un peu exotique, je me demande, tiens, dans quelques années, est-ce que ça sera toujours aussi stylé que là aujourd'hui? Ou là aujourd'hui franchement ça marche, hein, je vous le dis, ça marche, c'est efficace. Mais dans 5, 6 ans, 7 ans, je sais pas trop, honnêtement. Alors cette barre-là, hein, vous voyez qu'elle est très visible, même en pleine journée, il n'y a aucun souci. Et elle est personnalisable, c'est-à-dire que vous avez les petits boutons ici sur le volant, qui sont donc des boutons à retour haptique, qui vous permettent du coup de modifier, vous voyez, les petits menus. Voilà, on peut mettre par exemple les tripes ou la map, ou encore personnaliser soi-même les affichages. Ainsi, par exemple, si je veux mettre les dynamiques, on aura par exemple la jauge de puissance ou de recharge de la voiture. Donc ça c'est vraiment bien. On a la vitesse, les fonctions ici avec la batterie. Si on parle de l'écran maintenant, vous voyez qu'ici j'ai la map, hein, toujours le planificateur d'itinéraire chez BMW. Ici notre petit trajet, on a le pourcentage à l'arrivée. Si vous faites un long trajet, vous aurez les bornes de recharge qui seront présentes automatiquement. On a les réglages de clim, pas de siège ventilé ici, c'est un peu dommage, surtout qu'il fait chaud. On a les caméras, mais on le verra lors du stationnement. On a tous les réglages de base, les paramètres. Vous voyez, c'est vraiment bien foutu. On a ici une sorte de petit slider comme ça, c'est vraiment pas mal. On a les réglages du véhicule qui sont juste là, un petit peu à la manière maintenant de Tesla et autres, hein. Et ici, on a les modes de conduite, hein, par exemple sport, efficient, etc. etc. Toujours, hein, sur la contre-porte, hein, les petits réglages de siège, ici de l'Alcantara. Poignée électrique sur cette voiture. D'ailleurs, la sortie d'urgence, elle est juste ici. Il faut tirer fort
Et là, vous le voyez, ça libère le mécanisme d'urgence en cas de secours parce que c'est une ouverture électrique. Donc, vous avez une ouverture manuelle qui peut permettre de s'extraire de la voiture. Toujours la partie rangement, alors je laisse volontairement mon petit bazar dans les contreportes, mais c'est pour vous montrer, on peut mettre une batterie sans aucun problème, les lunettes et la bouteille d'eau. Par contre, il n'y a pas de traitement, vous voyez, de feutrine ou quoi. C'est un peu brut et pour une voiture à presque 80 000 euros, je vais même dire, c'est un peu dommage. Les pas d'induction avec l'USB-C qui est directement ici, c'est assez original. 2 portes bouteilles, des petits réglages ici de la voiture, ça c'est tout nouveau. Hein. Et ici, petit rangement, on peut mettre le trépied, etc. Mais c'est pas énorme non plus. Je me suis installé à l'arrière, c'est une voiture dans laquelle on a de l'espace, on est bien. On a 2 USB-C à l'arrière. On a un accoudoir mais qui est très basique. Dans un Renault Scénic, c'est beaucoup mieux l'accoudoir. Donc attention BMW quand même. C'est confort, c'est lumineux, grand toit panoramique. Au niveau du coffre, c'est pas mal du tout. Alors je vous donne les données de coffre. On a un coffre de 520 litres avec même un petit double fond. On a aussi un frunk à l'avant. Donc il faut ouvrir 2 fois. C'est plutôt pratique, ça marche bien, un frunk. On peut ranger un câble de recharge, donc c'est efficace. C'est cool qu'on ait ça dans ce petit iX3. Bon les amis, d'ailleurs, regardez, une finition un peu plus simple sur le iX3. On a du plastique, vous voyez ici, qui est grainé, alors que moi, sur ma version M, eh ben, le plastique, eh ben, il est noir brillant. Je ne sais pas si on le verra. Oui, noir brillant avec un diffuseur un peu différent, beaucoup plus sportif. Et on a cette partie-là aussi qui sont ajoutées. Pareil, hein, du plastique grainé en bas, un peu plus simple. Et vous voyez aussi au niveau de la face avant, pareil, hein, le traitement du plastique est différent et un design aussi légèrement différent. Ça saute pas aux yeux comme ça, mais il y a bien une différence quand même entre les différents modèles. Il y a aussi l'affichage tête haute qui n'est pas présent sur cette version-là, tout comme le toit panoramique. Par contre, on garde toujours la signature lumineuse à l'avant avec la calandre. Ça ne change pas par rapport à la version M. Bon, maintenant, direction sur la route. Et vous le voyez, on est au jour numéro 2. Donc, ça m'a permis vraiment de conduire la voiture hier toute la journée et aujourd'hui aussi. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ce iX3. On commence par une partie très intéressante, très importante, c'est le stationnement avec la voiture. Et vous le voyez qu'on a un petit bouton stationnement ici. On a le stationnement automatique. Donc, je vais déjà me démarrer. Hein, ça sera déjà mieux. Donc, déjà pour démarrer, juste pied sur le frein et la voiture s'allume. On n'a plus de bouton start, stop. Et vous voyez qu'on a le petit bouton parking automatique et là la voiture va scanner les places. Donc j'ai juste à avancer. Vous voyez, hop, il y a des voitures ici stationnées sur la gauche. Et là on a recherche en cours. Vous voyez qu'on a une place juste ici. Donc j'ai juste à la sélectionner et là je vais faire la manœuvre automatiquement. Donc on a aussi une répétition des infos là-haut, hein, dans la barre juste au fond. C'est vraiment super bien cette barre. Moi j'adore. Et ça marche très bien, on peut vraiment lui faire confiance. Pour le coup, ce système-là fonctionne bien. Alors après, est-ce que les clients l'utilisent vraiment en réalité? Honnêtement, j'en suis pas si sûr. Vous l'avez vu, les caméras arrière, on a les caméras 360 avec une vue ici des obstacles. Ça, c'est bien, une vue sur les trottoirs, donc ça, c'est cool aussi. Plusieurs fonctions, on a la possibilité avec le pack Pro. Alors, il y a 10 000 packs, hein, comme toujours chez BMW, chez les Allemands. Il y a 10 000 packs, mais avec le pack Pro, vous avez la possibilité de garer la voiture automatiquement avec le smartphone. Donc ça, c'est cool, un peu comme chez Tesla, un peu comme chez Xpeng aussi. Donc on peut garer la voiture avec le smartphone. Elle détecte même les obstacles et avant, elle s'arrêtait net quand il y avait un obstacle, un humain ou une poubelle ou un plot, tout ce que vous voulez. Maintenant, la voiture va contourner l'obstacle. Donc ça, c'est cool, ça marche bien. Encore une fois, c'est un pack. Et vous avez aussi toujours l'auto-reverse qui permet d'enregistrer les 50 derniers mètres et d'automatiser justement la marche arrière si vous êtes dans une allée un peu compliquée, etc. Ça, c'est vraiment pour le coup, vraiment plutôt sympa. Alors, on va y aller, on va faire une petite partie. On est dans un petit village ici en Espagne, on est plutôt à la cool. Ça va me permettre de vous donner mes premiers ressentis de conduite. Alors encore une fois, c'est un essai qui est assez court. Donc je vais aller plutôt à l'essentiel, je vais vous donner vraiment mon ressenti. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est en prenant la voiture hier, c'est en fait le ressenti qu'on a dans la direction. La direction, vous voyez, elle est très 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 souple, très assistée. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment super agréable. Moi, j'adore ce ressenti, vous savez, vraiment, on a une bonne consistance. En fait, ça fait sérieux dans la direction. Regardez, on a vraiment une bonne souplesse. Le petit dodan là, hop, hop. De façon générale, on aura vraiment un véhicule qui sera très typé confort. Hein. On le verra hein, déjà ici en ville, sur les dodanes, etc. Vous voyez là, il y a encore un petit dodan de chantier. Vous voyez, je passe, hop, hop. Donc, on voit que c'est assez souple. On remarquera aussi, on fera un petit peu de conduite dynamique tout à l'heure. C'est un véhicule qui est vraiment très typé confort, même si ici on est en pack M Pro. Donc on est vraiment sur le pack entre guillemets le plus sport actuellement. C'est
très typé confort. Alors une petite fonction qu'on appréciera hein, pendant que là on est en ville, etc. C'est le mode break avec la voiture. Alors on a deux modes, hein, le mode D et le mode B. Alors c'est toujours pareil hein, chez BMW, déjà dans la i5, dans la i4, etc. On avait déjà ce système-là. Le mode break, c'est le mode de frein régénératif. En fait, c'est le mode le plus fort qu'on peut avoir dans la voiture. Et il faut savoir qu'il utilise vraiment les moteurs. Donc c'est comme chez Tesla, on utilise les moteurs jusqu'à l'arrêt complet. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment le freinage le plus doux possible. Et la voiture utilise en réalité assez peu les freins. Donc vous voyez que là, par exemple, je suis à 40 km/h, je vais tout relâcher. Et vous voyez que hop, la voiture va jusqu'à l'arrêt complet. Et c'est hyper smooth. Hop, jusqu'à l'arrêt. On ne sait même pas en réalité si on est vraiment à l'arrêt. Il faut savoir aussi qu'on a une excellente précision. On est chez BMW hein, au niveau de la pédale d'accélérateur aussi. On arrive parfaitement à bien gérer justement le filet de gaz. Alors le filet de watts, je pourrais dire. C'est hyper précis. C'est hyper, vous voyez, là je m'arrête. J'utilise jamais le frein en fait. On arrive vraiment à bien doser alors qu'on a une voiture ici de plus de 450 chevaux. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment au quotidien très agréable. Il faut savoir que même si je me mets en mode D, donc en théorie le mode roue libre, et ben la voiture va quand même s'ajuster avec le véhicule de devant. Vous voyez là, il y a le gros camion. Et ben le gros camion, il ralentit, ben la voiture va aussi ralentir, tout en jouant sur la régène. Bon, on a fait une petite partie en ville, mais il faut quand même qu'on aille un petit peu sur la route. Alors pour ça, je vais changer les modes de conduite. Alors on va juste ici dans l'écran et là on se met en mode sport. Bon, alors clairement le mode sport il change pas réellement grand chose. Il change le Iconic Sound, donc ça c'est le son qu'on a dans la voiture, une sorte de faux son de moteur un petit peu artificiel mais qui marche bien. Moi j'aime bien ce système là. Vous voyez, on l'entend. Alors le Iconic Sound il varie selon les modes de conduite. Il est aussi très discret. Vous voyez que là quand je roule à rythme tranquille, le Iconic Sound il se fait très discret, c'est-à-dire que ça prend pas la tête, hein. C'est pas vraiment un système chiant. Bon alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur route comme ça un petit peu là en Espagne? Alors sur route comme ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà ce que j'ai aimé c'est la puissance. On a 469 chevaux, 4 roues motrices, donc évidemment on a de la puissance. Ça marche bien, c'est efficace. Toujours aussi sain, hein, le châssis, la précision de conduite, c'est vraiment top hein, chez BM comme toujours. Hein. C'est une BM, hein, donc ça fait plaisir. On a vraiment le slogan de la marque, c'est le plaisir de conduire. Hein, donc là, ça se ressent. Maintenant, honnêtement, la version 469 chevaux, si vous avez un usage, on va dire du quotidien avec beaucoup d'autoroutes, etc., c'est peut-être pas la version la plus intéressante parce que voilà, elle est plus chère, elle consommera un petit peu plus que la version 2 roues motrices. Donc qui n'est pas encore dispo mais qui devrait arriver hein, dans les mois à venir. Donc voilà, l'intérêt pour moi c'est si vous voulez vraiment de la puissance, si vous voulez tracter, si vous voulez voilà, si vous habitez en montagne par exemple, si vous avez des terrains un petit peu enneigés ou si vous avez besoin voilà de motricité, la version 4 roues elle est intéressante. Je parlais de consommation, c'est vrai que la plupart du temps en fait on est en 2 roues motrices, elle découple le moteur avant pour limiter les consommations et en fait le moteur avant s'accouple, se met en route que lorsque si vous demandez vraiment de la puissance, que vous avez vraiment une sollicitation importante à la pédale. Mais sinon la plupart du temps en fait il sera désactivé. Moi il y a un point qui me déçoit un petit peu plus, c'est en fait qu'on a des suspensions classiques. En fait c'est des suspensions classiques. On a juste des butées hydrauliques, hein, mais en fait elles sont pas pilotées. Donc les suspensions vont pas varier en fait en fonction des modes de conduite. C'est-à-dire que même en mode sport par rapport au mode confort, on a le même tarage et on voit que c'est un typage assez confort. Donc il y a un peu d'inertie dans la caisse. C'est une voiture qui est assez lourde malgré tout. La batterie fait plus de 500 kg. Donc c'est une batterie qui est assez lourde. C'est un véhicule qui est assez lourd. Il y a un peu d'inertie quand même, hein, ça remue un petit peu. Hein. Je vous mets des plans, hein, j'ai bien roulé hier aussi. On attendra peut-être les versions plus sportives, les versions avec le badge M, les vrais M, hein, parce que là ici c'est un pack M, mais c'est pas une vraie M. On attendra peut-être les versions M qui seront certainement beaucoup plus radicales, plus fermes, parce que c'est ce qui manque un petit peu à cette version ici. Par contre, c'est vrai qu'on peut rouler avec un petit peu de rythme, hein, y a aucun souci quand même. Hein. Attention, ça reste quand même super sain. L'accroche des pneumatiques est dingue, le châssis est dingue. Dès qu'on met un petit peu de pêche, vous voyez, le freinage encore une fois, grosse régénération d'énergie avec une indication sur le tableau de bord de la quantité d'énergie qu'on récupère à la régénération, donc ça c'est dingue. Il y a un autre point aussi que je voulais vous montrer, vous voyez, j'en profite, hein, je suis tout seul ici, je vais vous faire un petit démarrage, un 0 à 80, 3, 2, 1, hop, vous voyez on accélère, voilà, ça marche incroyablement bien, on a bien l'acoup aussi, hein. Et vous voyez que même si j'accélère, on a un gros à-coup, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que c'est un moteur c'est deux moteurs qui marchent super bien, c'est péchu, mais ça reste en même temps bien géré, c'est progressif. C'est-à-dire qu'en mode confort, vous allez plutôt avoir une accélération qui sera beaucoup plus linéaire, on va dire.
Bon, et pour tous ceux qui se posent la question de la lisibilité sur la grande barre là en bas du pare-brise, honnêtement, c'est super lisible. Alors c'est vrai que quand on a par contre le GPS, les informations sont peut-être un peu petites quand c'est tout au fond là-bas. Donc attention, mais globalement là, c'est vraiment super lisible. On a toutes les infos. C'est super clair et même pour le passager, c'est vraiment top. Franchement, c'est assez fort ce qu'ils ont fait et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus ce système-là. Bon, évidemment, il faut maintenant qu'on parle d'autoroute. C'est une voiture électrique. On a 108 kWh de batterie. Sur le papier, on dépasse les 700 km d'autonomie. Donc, c'est une routière, on a envie de rouler avec sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce que ça donne justement sur l'autoroute avec ce iX3? Le confort, très bon au niveau de l'amortissement. Sur autoroute, c'est très bien. Ça filtre bien, c'est agréable. Assez peu de bruit de remontée, de bruit de roulement. Par contre, il y a un tout petit peu de bruit d'air et en tout cas quand ça souffle, on entend un petit peu. Et on entend un petit peu aussi ce qui se passe à l'extérieur. En fait, on a un vitrage qui est assez simple. C'est pas du double. Alors c'est feuilleté, mais c'est pas doublé, donc ça reste assez simple. En fait, ce qui est assez marrant dans la voiture, c'est, alors je sais pas par contre l'efficacité parce que honnêtement, c'est dur à mesurer. Mais il y a un système en fait de réduction active du bruit. C'est comme les écouteurs, vous savez, les écouteurs sans fil ou les casques Bluetooth là avec réduction de bruit active. En fait, il y a un micro qui va capter les bruits à l'intérieur de la voiture et en fait les haut-parleurs vont envoyer le son strictement inverse. Et du coup, c'est censé annuler les bruits. Alors honnêtement, c'est difficile à mesurer. Ça m'a pas marqué. Ça marche justement que quand il y a un son à bord du véhicule. Là, par exemple, j'ai pas de son dans les enceintes, donc en théorie, c'est pas activé. Mais même avec du son dans les enceintes, avec de la musique, du contenu, honnêtement, je suis pas spécialement choqué par le système. Peut-être que ça marche, mais en tout cas, c'est difficile de le mesurer réellement. Bon, évidemment, pour le reste sur l'autoroute, il faut qu'on parle de conduite quand même semi-autonome. Alors on a un bouton magique dans la voiture, je vais l'appeler comme ça, c'est le bouton magique. Vous savez, sur la branche de gauche, là on a un bouton à retour haptique, on appuie une seule fois dessus et là ça y est, on est en conduite semi-autonome. Donc vous voyez, je peux lâcher les mains. Alors le but c'est pas ça, le but c'est pas de lâcher les mains, mais en fait c'est pour vous montrer. En fait la voiture gère elle-même le cap et vous voyez que quand elle me demande de mettre les mains, j'ai juste à les poser comme ça et la voiture détecte que je suis là. Ici c'est vraiment le système. Enfin, franchement, c'est l'un des systèmes les plus poussés du marché. Pourquoi? Déjà, en termes d'efficacité, ça marche bien. Le centrage est nickel. Clairement, la fiabilité, elle est dingue. Par contre, il y a un nouveau système qui fait son apparition en Europe, en France aussi, on le précise, c'est bien, ça commence à bouger. C'est qu'en réalité, maintenant, pour doubler, vous n'avez qu'à regarder le rétroviseur gauche ou le rétroviseur droit. Par exemple, si je veux doubler, je jette un petit coup d'œil ici, la voiture comprend que je veux doubler et me rabattre sur la bande de gauche. Malheureusement, on est en Espagne, on est sur les essais presse et devinez quel est le seul pays où il y a du retard sur la législation à ce niveau-là? Eh ben c'est l'Espagne, donc je peux pas vous le montrer. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que je ferai un test en France pour tester ça, parce qu'apparemment c'est vraiment une vraie tuerie. On a vraiment la possibilité de faire plusieurs centaines de kilomètres sur autoroute sans avoir à toucher le volant. Autre chose aussi, maintenant, on a un nouveau système en fait. Vous voyez que là par exemple, je suis sur ma bande de droite, il y a une Ford Fiesta ou je sais pas trop quoi qui est juste devant moi. Habituellement, quand on appuie sur le frein, ça désactive le système. Sauf que maintenant, plus du tout. Là, j'appuie sur le frein et le système reste en marche. Je mets le clignotant, hop. En fait, dès qu'on fait une action sur les commandes, que ce soit le volant, les clignotants ou la pédale, la voiture nous laisse la main. En fait, il n'y a plus besoin de désactiver et de réactiver systématiquement le système de conduite autonome. En fait, maintenant, il est activé en permanence et même en faisant une action sur le frein comme là maintenant, le système reste vraiment activé, il se met juste en pause. C'est difficile de vous donner des consommations, on est en Espagne, ça roule à 120, il fait beau, enfin franchement, encore une fois, je vais prendre la voiture en parc presse. On va pouvoir rouler en France, dans le nord bien rude où il fait moins 40 degrés même au mois de juillet. Comme ça, on aura de vraies consommations. Alors évidemment, je plaisante, j'accentue, mais ici, c'est difficile d'avoir de vraies consommations. Néanmoins, tout ce qu'on pourra dire, c'est qu'avec 108 kWh, même si c'est vrai, l'efficience, c'est pas forcément le maître mot ici, eh ben, on aura quand même une bonne autonomie. C'est-à-dire que j'ai eu des échos de collègues là qui ont consommé 24-25 kWh au 100 sur autoroute. Donc, vous voyez que même en consommant 25 kWh au 100, on a très facilement 400 km d'autonomie, vu que la batterie est quand même assez conséquente. Donc même si l'efficience c'est pas forcément au top, grosse batterie, gros réservoir derrière, donc ça permet de compenser. On attendra de tester la BMW i3 qui repose sur la même plateforme avec les mêmes motorisations, les mêmes moteurs, etc. En tout cas, c'est très proche, qui proposera certainement une bien meilleure efficience. Bon, parlons de la recharge. Je suis sur une station de charge. On va tester un petit peu tout ça. Je suis à 13% de batterie. On va recharger jusqu'à 80%. J'ai pris la voiture hier. On a roulé hier, aujourd'hui.
Au total, là, j'ai fait 438 km en partant à 100%. Je suis à 13%. Donc, en gros, on a 500 km, voire 530, 550 km d'autonomie avec une batterie pleine, avec un usage vraiment mixte de l'autoroute, de la ville et de la route. Donc, c'est vraiment très, très propre. On va aller en extérieur, brancher un petit peu la voiture. D'ailleurs, parlons de la consommation. Aujourd'hui, je suis à 18,5 kWh au centre de consommation, c'est pas mal du tout. On va brancher ce petit iX3, pas beaucoup de bornes en Espagne. On voit que le réseau n'est pas aussi bien développé qu'en France. En France, je peux vous dire, on est quasiment le paradis de la voiture électrique, hein, clairement. Alors la trappe est ici, à l'arrière. Vous voyez qu'elle est motorisée, elle est intelligente cette trappe. D'ailleurs, j'en profite, hein, les amis, il y a un code promo. Hein. Je travaille avec Electra sur l'année, donc je vous mets un petit code promo qui s'affiche juste en dessous, justement qui vous permet d'avoir de petites réductions sur votre recharge et sur l'abonnement que propose Electra, avec un mois offert notamment. Bon bah allez, c'est parti, 13%, on prend la puissance. Alors ici on le voit, hein, on est sur une borne, donc 2 fois 200 kW, donc en théorie 400 kW max sur la voiture, mais à mon avis on ne prendra pas la puissance. Il faut savoir que le iX3 accepte jusqu'à 400 kW en courant continu, plateforme 800 volts, donc ça c'est bien, ça fait plaisir, hein. Enfin, les Allemands réagissent, c'est cool, on a du 800 volts, des puissances de recharge de dingue. Le 10-80% annoncé en 21 minutes, alors c'est vrai que c'est pas le meilleur du marché maintenant, on l'avait vu chez Xpeng, c'est plutôt 12 minutes pour le 10 à 80% avec des packs batterie de capacité certes inférieure mais quand même assez élevé. 400 kW, bon la plupart du temps honnêtement les chargeurs 400 il n'y en a pas énormément, faut être honnête, on est plutôt sur des bornes qui nous délivreront plutôt 350 maximum 1 kW notamment en France et sur l'autoroute. Ici on le voit, on est sur une station Electra, on prend 287 kW, c'est largement suffisant. Si on regarde un petit peu, ici, vous le voyez, on a déjà récupéré 6 kWh, donc je vais recharger jusqu'à 80. On va calculer sur une borne, du coup, on va dire 300 kW, parce qu'on approche les 300. Sur une borne 300, combien de temps ça prend? Et vous allez voir que c'est quand même super rapide. On sera, à mon avis, sur une vingtaine de minutes, une toute petite vingtaine de minutes, voire même moins, hein. Donc franchement, ça c'est quand même plutôt cool, c'est super appréciable dans la voiture. Bon, la recharge est terminée, alors vous allez me dire, mais Max, qu'est-ce que ça donne alors sur ce iX3 sur une borne ici encore une fois qui ne délivre pas toute la puissance? Et bien dites-vous que j'ai fait une charge donc de 13 à 81% en 22 minutes, donc c'est vraiment très bon. Donc j'imagine que sur une borne 400, on pourra même être sous les 20 minutes, donc par exemple 18 ou 19 minutes je pense. On a récupéré 80 kWh d'énergie, hein. Les amis, c'est dingue parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai consommé moins de 20 kWh au centre de consommation. Donc là, j'ai récupéré 400 km d'autonomie réelle, hein. C'est pas du théorique, c'est pas du papier, c'est du réel en 22 minutes. Pour revenir à ce iX3 et conclure aussi cette vidéo, bon, c'est une chouette voiture, honnêtement, on en attendait presque pas moins, hein. C'est une voiture allemande, donc c'est toujours fait avec sérieux. Ils rattrapent le retard parce que c'est vrai que les anciennes générations, bon, elles arrivaient un peu à leur limite. C'est encore largement bien, hein. Honnêtement, une i5 maintenant, je m'en contenterais très bien. Mais c'est vrai qu'on commençait à être un petit peu en retard par rapport au reste du marché, hein, et au reste des marques allemandes aussi, hein, Mercedes et Audi qui ont bien avancé quand même. Donc voilà, BMW arrive, BMW est là. On aime ou on n'aime pas l'intérieur, très futuriste, mais en tout cas, ça fait plaisir, c'est un vent de fraîcheur. Dites-moi ce que vous en pensez de ce iX3. En tout cas, le départ commercial, comme je vous le disais, il marche bien. Il y a beaucoup de précommandes sur la voiture. Donc je pense que c'est une voiture qui va bien se vendre. C'est une voiture qui marche bien, même pour les pros. Surtout pour les pros, je dirais. Par contre, on reste effectivement sur des prix très élevés, mais on attend de voir les versions 40 moins chères. On attend de voir ce que donnera la i3 et voir peut-être même des modèles en dessous, des modèles un peu moins chers. Là, encore une fois, on attend de voir. Abonnez-vous, dites-moi si cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max.